Si vous voulez vous améliorer dans la lecture des textes anciens, le compelling input est un ingrédient indispensable à vos progrès. Qu'est-ce que le compelling input? Pourquoi il a toute son importance pour progresser en latin et en grec? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais d'abord, si vous êtes totalement débutant en latin, j'ai pour vous un programme gratuit, le programme Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vous fournis tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, pour venir à bout de la lecture de vos 35 premières pages de latin. Il s'agit d'un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors, le compelling input, qu'est-ce que c'est? Le compelling input, c'est une expression un peu barbare, je vous l'accorde, pour exprimer le fait que votre lecture en latin ou en grec est tellement intéressante, tellement passionnante, que vous n'avez aucune difficulté à la poursuivre. Autrement dit, l'œuvre que vous êtes en train de lire vous plaît tellement que vous n'avez aucun mal à commencer vos sessions de lecture et vous n'avez aucun mal à les continuer. Vous êtes tellement plongé dans votre lecture qu'à la limite, vous oubliez même que vous êtes en train de lire dans une autre langue que votre langue maternelle. C'est ça le compelling input. Alors pourquoi le compelling input est important pour progresser dans la compréhension des textes anciens? La première raison, elle est assez évidente, c'est que si vous n'avez aucun mal à vous mettre à vos sessions de lecture et à les poursuivre, évidemment, vous aurez plus de facilité à tenir dans la durée. Et comme je le dis souvent, le latin et le grec ne sont pas des langues qu'on peut apprendre en un week-end. Et le compelling input, c'est vraiment un élément qui peut vous aider à inscrire votre apprentissage dans la durée. Si on sort du domaine de l'apprentissage des langues anciennes, pensez par exemple à votre série préférée. Votre série préférée, vous n'êtes pas là en train de vous dire, il va falloir que j'arrive à me dégager du temps pour regarder le prochain épisode de ma série préférée. Non, vous ne vous posez même pas la question, vous n'avez pas besoin de planifier dans votre agenda que ce soir à 20 heures, vous allez vous mettre devant l'épisode suivant de votre série préférée. C'est quelque chose que vous n'avez ni besoin d'anticiper, ni de planifier, ça se fait tout seul. Et donc, vous voyez comment ça peut vous aider non seulement à être régulier dans votre apprentissage des langues anciennes, mais même à trouver plus de temps pour vous consacrer à cet apprentissage. Parce que si je reviens à l'exemple de votre série préférée, entre nous, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé, après avoir fini un épisode, d'enchaîner sur le suivant alors que vous vous étiez promis de ne regarder qu'un seul épisode? Je suis sûr que vous avez déjà craqué. Ça va être la même chose pour les langues anciennes. Si le texte que vous êtes en train de lire vous plaît beaucoup, évidemment, la tentation, ça va être de dépasser le quota de pages que vous vous étiez fixé pour la journée. Et c'est tant mieux. Et puis, autre avantage du compelling input pour progresser dans votre lecture et dans votre compréhension des textes antiques, c'est que lorsque ça nous intéresse, on fait un effort supplémentaire pour mieux comprendre le texte qu'on est en train de lire. Et à l'inverse, quand le texte ne nous intéresse pas ou qu'il ne nous intéresse que moyennement, on survole un petit peu, on lit le texte, on n'a pas compris tous les détails, mais bon, on passe, on n'a pas tellement envie de s'arrêter, ni même de reprendre pour comprendre davantage. À partir du moment où on a compris en gros ce qui se passe dans l'histoire, si ça ne nous intéresse pas, on a tendance un peu à lire du coin de l'œil, si vous me passez l'expression, à faire moins attention, à faire un effort de compréhension qui est moindre. Et c'est tout à fait logique puisque nous sommes des êtres qui avons une quantité d'énergie limitée. Et donc, spontanément, pour gérer au mieux cette énergie, nous adoptons la logique du moindre effort. Là, il faut que je vous confesse quelque chose. Dans une vidéo précédente, je vous avais présenté l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, et pour être honnête, je ne suis jamais allé au bout de cette œuvre. Je l'ai commencé, j'en ai lu plusieurs dizaines de pages, et je me suis très vite interrompu dans ma lecture, tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas. Thucydide, c'est un historien précis, c'est un historien
Scientifique, diront certains, c'est quelqu'un vraiment qui fait un effort pour essayer de trouver les causes des événements. Certains vous diront même que c'est un précurseur de l'histoire telle qu'elle se pratique actuellement. Très bien, mais j'avoue que moi, ça me saoule. Je préfère largement des historiens comme Hérodote qui vont mêler à leur histoire des mythes, des anecdotes, qui vont être aussi bien dans l'histoire que dans la petite histoire. Alors peut-être que j'ai mauvais goût parce qu'effectivement, Hérodote, c'est un historien qui est considéré comme beaucoup moins scientifique, beaucoup moins précis que Thucydide, mais j'avoue que ça me plaît davantage. De même, chez Xénophon, je préfère la Cyropédie, qui certes nous présente Cyrus de manière exemplaire avec des tas de petites anecdotes absolument passionnantes, plutôt que les Helléniques, qui est une œuvre qui prend la suite en fait de Thucydide et qui est là encore de l'histoire événementielle très sèche et franchement que je trouve un peu barbante. Alors peut-être que je n'ai pas la maturité encore pour apprécier les chefs-d'œuvre que sont l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide et les Helléniques de Xénophon. En attendant, évidemment, il faut que je tienne compte de ces préférences dans mes lectures. Pourquoi c'est important de tenir compte de ces préférences? Tout simplement parce que quand on n'aime pas ce qu'on lit, on ne fait pas l'effort vraiment de le comprendre. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, face à du Thucydide, face aux Helléniques de Xénophon, de finir la page, de me dire, bon, j'ai compris de manière assez sommaire ce qui se passait, idéalement, il faudrait que je relise la page, mais franchement, je n'ai pas forcément envie de le faire, et donc je passe à la page suivante. Et en plus, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? L'œuvre ne nous plaît pas, donc on ne fait pas l'effort supplémentaire pour la comprendre, donc on la comprend moins, donc elle nous plaît encore moins. Et vous voyez, on amorce une espèce de cercle vicieux qui est absolument désastreux pour la motivation. À l'inverse, quand la lecture vous passionne, vous faites l'effort de mieux comprendre le texte que vous êtes en train de lire, donc vous êtes davantage susceptible de l'apprécier, et donc ça va vous renforcer, ça va vous encourager dans cette démarche, dans cet effort accru de compréhension de l'œuvre. Par exemple, aujourd'hui même, j'ai ouvert un livre de latin, c'était une compilation d'œuvres médiévales, et je me suis dit, allez, j'en lis 10 pages. Et en fait, j'étais tellement pris dans ma lecture que non seulement j'en ai lu 25 pages, mais en plus, ce sont 25 pages que j'ai très bien comprises. Donc, ne négligez surtout pas le compelling input comme facteur de progression dans vos lectures des œuvres latines et grecques. Comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi les histoires vraies de Lucien. Alors, les histoires vraies de Lucien, c'est une vieille connaissance pour moi, puisque c'est une œuvre qui avait été au programme de grec au lycée il y a quelques années, et donc j'avais eu l'occasion de faire étudier certains passages à mes lycéens. Mais pour être honnête, c'est une œuvre que je n'avais pas lue en grec, et en plus, c'est une œuvre que je redoutais de lire en langue originale, parce que les histoires vraies de Lucien, ce sont des histoires invraisemblables, avec des situations parfois un peu absurdes, et je me disais en moi-même, ce déficit de logique ne va pas me favoriser la compréhension du texte. Et en fait, j'ai été agréablement surpris, parce que c'est un texte non seulement que j'ai bien compris, mais en plus que j'ai apprécié. Lucien, c'est un auteur qui a beaucoup d'humour et qui vous transporte dans les histoires vraies, dans un voyage abracadabrant à travers des pays totalement imaginaires et farfelus. Et puis quand vous lisez Lucien, vous découvrez que c'est un auteur qui a vraisemblablement inspiré un certain nombre d'auteurs ultérieurs. Je pense à Rabelais, qui fait voyager Gargantua, lui aussi dans un certain nombre de pays absolument farfelus. Je pense également à Collodi, l'auteur de Pinocchio, puisqu'on retrouve dans Pinocchio un épisode qui se trouvait déjà chez Lucien, à savoir le fait que le héros se fait avaler par un monstre marin. Donc si vous avez un niveau intermédiaire en grec et que vous êtes à la recherche d'une lecture divertissante, ne cherchez surtout pas plus loin. Les histoires vraies de Lucien sont faites pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle vous aidera à bien comprendre quel peut être le rôle du compelling input dans votre progression en latin ou en grec.
Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut à cette vidéo. Merci également de vous abonner à la chaîne. Et puis dites-moi en commentaire quels sont les textes qui vous motivent, vous plaisent, vous donnent envie de poursuivre votre apprentissage du latin ou du grec. Je vous en remercie d'avance. À bientôt.